Salut chers élèves, bienvenue avec nous dans une vidéo consacrée au cours Travail et puissance d'une force constante. Donc la première partie de cet exposé est consacrée à une introduction dans laquelle on va définir l'importance du travail dans le domaine de navigation ou dans le domaine d'extraire des roches ou du charbon. Par exemple, la machine à vapeur remplace le cheval pour remonter le charbon du fond des mines. C'est-à-dire que le travail mécanique effectué par les machines substitue le travail animal ou humain. Donc la question qui se pose, comment définir le travail d'une force en physique et c'est quoi une puissance? Donc, premièrement, il est primordial de définir une action mécanique. C'est quoi une action mécanique? Une action mécanique exercée sur un corps solide peut ou bien déplacer ou changer le mouvement du solide, ou bien faire tourner le solide, ou bien faire une déformation du solide. Donc, la deuxième partie est consacrée à une définition d'un travail, d'une force constante. Donc, une force constante est une force qui garde la même caractéristique, c'est-à-dire la même droite d'action et même sens et même intensité. Le point d'action, c'est évidemment, il doit être changé selon la trajectoire. Donc, deuxièmement, le travail d'une force F constante appliquée sur un corps solide au mouvement de translation rectiligne lorsque le point d'action de la force se déplace d'un point A à un point B égale le produit scalaire de la force et du vecteur de déplacement. Elle est représentée par la relation suivante, telle que F est la force et AB, c'est le vecteur de déplacement. Donc, si on simplifie ce produit scalaire, donc cette expression devient F produit la distance parcourue, produit cosinus alpha. Alpha n'est rien d'autre que l'angle entre vecteur force et vecteur de déplacement. L'unité du travail dans le système international est en joules. Donc, nous pouvons exprimer ce travail soit par cette expression ou bien par une méthode analytique dans le cas où il s'agit d'un repère. Par exemple, si on considère que F s'écrit sous la forme F le X suivant I plus F Y suivant G, c'est-à-dire F le X et F le Y, ce sont les coordonnées du vecteur force dans le repère indiqué selon le schéma de mouvement, et vecteur de déplacement AB, également sous la forme XB moins XA, suivant I, plus YB moins YA, suivant G. Donc, si on effectue le produit scalaire entre la force, vecteur force et vecteur de déplacement, on assiste à l'expression suivante. Pourquoi? Parce que tout simplement, le produit scalaire de I avec G égale à 0 et le produit scalaire de I avec G également égale 0. Donc, il y en a deux méthodes pour mesurer ou pour calculer le travail d'une force. Ou bien en utilisant le produit scalaire de vecteur de déplacement, il est obligé de retrouver la valeur de alpha pour faire le calcul, ou bien en utilisant la méthode analytique, c'est-à-dire retrouver les coordonnées de vecteur force et les coordonnées de vecteur déplacement et faire le produit scalaire entre les deux vecteurs. Très bien. Passons maintenant à la deuxième partie. Donc, comme vous voyez bien, le travail d'une force constante est indépendant des chemins suivis. Il ne dépend que des points de départ et des points d'arrivée. Comme vous voyez bien, c'est une relation qu'il faut la prendre par cœur dans le cas où il s'agit d'un mouvement de translation ou n'importe quel type de mouvement. C'est-à-dire, dans le cas où il s'agit d'un mouvement qui n'est pas rectiligne, c'est-à-dire curviligne, cette relation reste également très valable. Donc, passons maintenant à l'autre partie. Comme vous voyez bien que ce travail dépend de la valeur de cosinus alpha. F est une constante, la norme toujours positive. AB est une distance qui est toujours positive. Donc, cosinus alpha, c'est une grandeur qui peut être positive comme elle peut être négative. C'est-à-dire que cosinus alpha, elle est balayée entre quoi? Entre 1 et moins 1.
Donc, nous pouvons déduire que également le travail, il peut être positif et il peut être négatif. Donc, c'est une grandeur qui est forcément algébrique. Donc, si on veut détailler un petit peu, si cosinus alpha est supérieur, dans le cas où alpha est inférieur à 90 degrés, à ce moment-là, le travail de la force, elle est positive. Et on dit que la force favorise le mouvement, c'est-à-dire que ce travail est un travail qui est moteur. Par exemple, dans le cas où alpha est inférieur et supérieur à 90, à ce moment-là, cosinus alpha est inférieur à 0. Donc, le travail également doit être inférieur à 0. C'est-à-dire que la force s'oppose au mouvement. C'est-à-dire que le travail, c'est un travail qui est résistant. Et dans le cas où alpha égale P sur 2, c'est-à-dire 90, cosinus alpha égale à 0. Donc, le travail doit être égal à 0. Et à ce moment-là, la force ne travaille pas. Donc, il n'y a pas du travail. Passons maintenant à l'autre partie. Si on considère par exemple encore dans cette partie, si on considère par exemple un point matériel qui se déplace du point A de côté ZA vers le point B de côté ZB. Donc, puisque nous avons un repère, donc il est préférable d'utiliser la méthode arithmétique, c'est-à-dire la projection. Donc, les coordonnées du point P s'écrivent sous la forme suivante. Moins P suivant K, tel que K n'est rien d'autre que vecteur unitaire dirigeant de l'axe DZ. Alors, que le vecteur AB s'écrit sous la forme suivante. ZB moins ZA suivant K. Donc, si on effectue le produit scalaire, à ce moment-là, le travail de la force B de A vers B n'est rien d'autre que le produit scalaire de vecteur force avec le vecteur déplacement. Donc, en utilisant les coordonnées indiquées, elle doit être moins égale moins mg suivant K, produit scalaire de ZB moins ZA suivant K. Le produit scalaire de K avec K nous donne 1. Donc, et on obtient mg facteur de ZB moins ZA qui est égal mg h, tel que h n'est rien d'autre que, donc ici c'est ZA moins ZA moins ZB. Et ZA moins ZB n'est rien d'autre que la distance h. Ceci nous permet de déduire que le travail d'une force, du poids, ne dépend pas des chemins suivis. Il dépend uniquement de la position du point de départ et la position du point d'arrivée. Ça d'une part. D'autre part, nous pouvons déduire que également ce travail il est positif. Et on peut déduire également que le travail du poids, lorsqu'il s'agit d'un chute, toujours il est positif, c'est-à-dire c'est un travail qui est moteur. Passons maintenant à une autre partie. Donc si, par exemple, le corps il se met à l'action de plusieurs forces, F1, F2, F3, F, ainsi de suite. Donc on définit la force résultant par la relation suivante. F égale à F1 plus F2 plus ainsi de suite plus F plus Fn. Donc ça, c'est la force résultante. Donc le travail de cette force résultante n'est rien d'autre que le produit scalaire de ces forces avec vecteur de déplacement. Et on obtient par simplification que elle doit être égale à quoi? F1 multiplié à B plus F2 multiplié à B plus F3 produit scalaire de AB jusqu'à Fn produit scalaire AB. Donc nous pouvons déduire que le travail de la force résultante n'est rien d'autre que la somme des travaux des forces élémentaires exercées sur le corps pendant son
mouvement. Donc, passons maintenant à l'autre partie. Donc, dans cette partie, on s'intéresse au travail d'une force de moment constante dans le cas d'une rotation autour d'un axe fixe. Alors, comme à titre d'exemple, si vous voyez bien cette figure. Donc, on se lève une lourde charge avec un treuil de la poulie sans les rayons R1, petit r et grand R. Donc, sous l'action de la force F. Donc, la force motrice ou la force d'attraction déplace son point, cette force déplace son point de A vers B. On se lève une lourde charge avec un treuil dans les rayons de la poulie sans petit r et grand R. L'action de la force F motrice F. Donc, la force motrice F déplace son point d'application sur le trajet AB en utilisant la relation suivante. Donc, par développement, en remplaçant, en simplifiant ce produit scalaire, on obtient le résultat suivant. Comme vous voyez bien, l'angle entre l'angle entre la force de déplacement et la force d'attraction n'est rien d'autre que 0 parce qu'ils sont linéaires ou collinéaires. Donc, si on simplifie un petit peu l'expression de ce travail, donc F multiplié AB. AB n'est rien d'autre que la distance parcourue. Et cette distance parcourue n'est rien d'autre que l'abscisse curviligne. Et la relation entre l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire s'écrit de la forme suivante. C'est-à-dire que AB, est remplacé par R fois θ. Et puisque le moment de la force F s'écrit sous la forme F produit R, à ce moment-là, l'expression de travail de la force F doit être égale le moment fois l'angle de rotation. Donc ça, c'est une relation que nous pouvons appliquer dans n'importe quel type d'exercice des corps solides qui vont subir un mouvement de rotation. Donc généralement, le travail d'une force effectué sur un corps en mouvement de rotation n'est rien d'autre que le moment multiplié par l'angle de rotation. Effectivement, ce moment, elle peut être positive comme elle peut être négative. Ça dépend de la nature du moment. Est-ce que la force exerce un moment dans le sens direct ou dans le sens opposé? Et également, on peut déduire que le travail d'une force, elle doit être positive comme elle doit être négative selon la valeur l'expression de la force du moment de la force effectuée sur le corps. Donc, c'est ça la relation qu'il faut l'apprendre. C'est ça la relation qu'il faut l'apprendre par cœur et n'est valable que dans le cas où il s'agit d'un mouvement de rotation. Tel que delta θ, c'est l'angle qui est l'angle de rotation. Donc, généralement, le travail d'un couple de forces de moment constantes agissent sur un corps au mouvement de rotation est égal au produit également du moment constant par l'angle de rotation du corps. Et son expression reste similaire à ce que nous avons obtenu lors d'une application d'une force. C'est comme dans le cas d'application d'un moment d'un couple de forces. Très bien. Passons maintenant à la troisième partie, à la quatrième partie. Donc la quatrième partie est consacrée à la définition de puissance d'une force. Donc la grandeur puissance relie le travail avec le temps nécessaire pour effectuer. Donc elle est représentée par la relation suivante. La puissance moyenne n'est rien d'autre que le travail sur la durée. Donc si on veut détailler un petit peu, donc la puissance moyenne, le travail n'est rien d'autre que la force, produit scalaire vecteur de déplacement sur delta t. Entre nous, la vitesse n'est rien d'autre que la distance parcourue sur delta t. Donc si on écrit ici vecteur, donc à ce moment-là, on assiste à un vecteur vitesse. Également, elle doit être égale F, produit scalaire,
AB sur V n'est rien d'autre que vecteur vitesse. Ça s'appelle puissance moyenne, c'est-à-dire puissance entre deux instants qui est différent. Passons maintenant à l'autre partie. Donc, comme nous avons vu, la puissance s'écrit sous la forme F, produit scalaire V. D'après cette relation, nous pouvons déduire deux types de puissance. La puissance moyenne n'est rien d'autre que F, produit vectoriel, produit scalaire, vecteur vitesse. Et la puissance instantanée égale également F, produit scalaire, vitesse instantanée. Pourquoi j'écris instantané? Parce que tout simplement, vecteur force, elle est constante. Donc, pendant toute trajectoire. Donc, dans le cas du mouvement, de rotation, la puissance moyenne s'écrit que le moment multiplié par oméga. Ça, nous pouvons obtenir cette relation d'après ce que nous avons vu. Donc, généralement, la puissance n'est rien d'autre que le travail sur delta t, le travail d'une force effectuée lors d'un mouvement de rotation n'est rien d'autre que le moment de cette force produit scalaire delta θ sur delta t. Et puisque delta θ sur delta t n'est rien d'autre que la vitesse angulaire, à ce moment-là, on obtient oméga f produit la vitesse angulaire. Ça, c'est la puissance moyenne. Également, on peut définir la puissance instantanée en ajoutant l'instant indiqué et on obtient la relation suivante. Très bien. Passons maintenant à une application très importante pour comprendre un petit peu l'utilisation de ces relations. Donc, un solide ponctuel de masse m se déplace lors d'un trajet ABCD qui comporte deux phases, comme le montre le schéma ci-dessus, en danger. Donc, une partie horizontale AP rectiligne de longueur L. Donc, il faut toujours souligner les données. Ça, c'est la longueur L, de A vers B. Donc, l'angle alpha de la force d'attraction, c'est 60. Donc, il développe une puissance, c'est-à-dire cette force développe une puissance P, en plus d'une force de frottement F opposée au déplacement. Une demi-sphère BCD de centre O et de rayon R. C'est ça la demi-sphère. Donc, première question. Sachant que pendant la partie AB, le mouvement est rectiligne uniforme. Donc, la vitesse égale 2 mètres par seconde. Exprimez la puissance P développée par la force F pour calculer sa valeur. Donc, ici, nous avons un mouvement qui est rectiligne uniforme. Donc, il suffit de faire le produit scalaire pour calculer le travail. Donc, la puissance égale à quoi? La puissance n'est rien d'autre que, question 1, donc la puissance n'est rien d'autre que la force produit scalaire vecteur vitesse. Et comme vous voyez très bien, que le vecteur vitesse est toujours tangente aux trajectoires. Trajectoire droite, c'est-à-dire que la direction du vecteur force, du vecteur vitesse, elle est également peut être exprimée par la relation par le vecteur suivant. Donc c'est ça, vecteur f. Donc à ce moment-là, nous pouvons écrire que f, elle doit être égale, ou la puissance doit être égale f fois v cosinus alpha. C'est ça l'expression de puissance effectuée par la force F. C'est ça l'expression.
puis calculer la valeur de F. Donc, automatiquement, cette relation nous permet de calculer que la force F n'est rien d'autre que la puissance sur V cosinus alpha. La puissance s'exprime toujours en watts. Et la vitesse en mètres par seconde et cosinus alpha, nous avons tous les données pour effectuer ce calcul. Passons maintenant à la deuxième question. Calculer le travail de la force F au cours de son déplacement AB. Donc, pour calculer ce travail, puisque nous n'avons pas un repère, donc on va utiliser uniquement l'expression de travail comme produit scalaire de la force vecteur force avec vecteur de déplacement. Donc, comme vous voyez, il n'est rien d'autre que F, la distance AB, la cosinus alpha. Alpha est l'angle entre vecteur de déplacement et vecteur force. Donc, F, AB est noté dans les données L, cosinus alpha. Et comme vous voyez bien, F est déjà calculé ici. L est donné, il faut la transformer en mètres. Et alpha, elle est également donnée. Toutes ces valeurs sont positives. Ceci nous permet de déduire que le travail de force F est un travail qui est moteur. Passons maintenant à la troisième partie. La troisième question, déduire le travail de la force de frottement au cours de son déplacement en P et l'intensité F. Donc, elle est obligée de faire l'inventaire des forces pour calculer ces valeurs. Alors, voilà le poids. Il est toujours perpendiculaire. Donc, R a deux coordonnées. Coordonnées normales, perpendiculaires aux trajectoires, et coordonnées tangentielles de sens opposé par rapport au sens du mouvement. Et R n'est rien d'autre que la somme. Alors, nous avons une remarque très importante pour calculer le travail de la force F. C'est ça la question. On déduit le travail de la force de frottement. Donc, troisièmement, nous avons que la vitesse elle est constante. Donc, le corps est pseudo-isolé. Donc, et la somme des forces doit être égale au vecteur nul. Donc, si on multiplie par vecteur de déplacement, on fait un produit scalaire des deux côtés. On obtient B, produit scalaire AB, plus F, produit scalaire AB, plus Rn, produit scalaire AB, plus F, produit scalaire AB, égale vecteur nul, produit scalaire AB, égale à 0. Donc, P est perpendiculaire au vecteur de déplacement, c'est-à-dire que ce produit égale à 0. Rn également, elle est perpendiculaire au vecteur de déplacement, donc ce produit égale à 0. F multiplié à P n'est rien d'autre que le travail de la force F, et celle-là n'est rien d'autre que le travail de la force de frottement de A vers B. Donc, on peut déduire que le travail de force de frottement n'est rien d'autre que moins le travail de la force F. Et le travail de la force F, nous l'avons déjà calculé dans la question 2. Donc, elle est inférieure à 0, c'est-à-dire que le travail de force F est un travail qui est résistant. Passons maintenant à la question suivante. Donc, en arrivant au point B, on s'annule la force F. Donc, si on va annuler la force F, donc elle va uniquement subir à l'action du poids et à l'action du force de frottement. Donc, arrivé au point B, on annule la force F, la force de frottement persiste, c'est-à-dire elle existe, toujours avec la même valeur, sachant que le travail du poids égale 0,5. Donc, la première question, déterminer la masse M du poids. Donc, pour déterminer la masse, il faut utiliser les données de l'exercice. Nous avons comme données, nous avons le travail de poids de B vers C. Donc, ici, la trajectoire, elle est curviligne. Donc, le travail que nous avons vu tout à l'heure ne dépend pas du chemin suivi. Donc, pour calculer ce travail, donc, la première des choses qu'on doit être
qu'on doit être fait, c'est que il faut représenter la force P du point B. C'est le point de départ. Après, il faut tracer la direction de cette force et faire la projection du point d'arrivée sur la direction de cette force. Donc, nous avons vu que le point va subir une chute. Donc, obligé, le poids a un travail qui est moteur. Donc, à ce moment-là, nous pouvons écrire directement que... Quelle question? Question, je crois, de 1. Question de 1. Donc, le travail du poids s'écrit mg fois h, directement. Pourquoi? Parce que tout simplement, le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi et dans notre cas, nous avons une trajectoire qui est curviligne. Donc, pourquoi j'écris plus? Parce qu'il s'agit d'un chute. Donc, lorsqu'il s'agit d'un chute, le travail de poids, il est toujours un travail qui est moteur. Ceci nous permet de calculer, je crois, la masse M. La masse M. Donc, M n'est rien d'autre que le travail du poids divisé par G. H, c'est la distance. Et H n'est rien d'autre que le rayon de trajectoire. Et vous pouvez effectuer l'application numérique. Très bien. Passons maintenant à la dernière, je crois, avant-dernière question. Donnez l'expression de travail et du travail du poids lorsqu'il passe du point E vers le point C, c'est-à-dire ici. Également, on utilise la même méthode. Donc, représentez premièrement la force poids, ça la direction, projection, je crois que c'est ça la distance H'. Et cette distance H' n'est rien d'autre que le rayon moins cette distance. Donc, et cette distance n'est rien d'autre que R sinus bêta. Donc, comme réponse, le travail de cette force, le travail du poids, s'exprime de E vers C, n'est rien d'autre que mg, la distance H'. Et H' n'est rien d'autre que R moins R sinus alpha. Et si on factorise par R, on obtient 1 moins sinus alpha. Et à ce moment-là, on écrit mg R facteur de 1 moins, je crois, sinus bêta, pas alpha, désolé, moins sinus bêta. Et nous avons toutes les valeurs pour effectuer les calculs. Très bien. Passons maintenant à la dernière question. Dans la dernière question, déduire le travail du poids lors de déplacement de B vers E. Et donc, automatiquement, sans effectuer les calculs, on va uniquement utiliser que, désolé pour l'écriture, le travail de la force P de B vers C n'est rien d'autre que le travail de B vers E plus le travail de P de E vers C. Donc, et nous pouvons déduire le travail de B vers E parce que tout simplement le travail de force P de B vers C est déjà donné et le travail du poids B de E vers C est déjà calculé par l'expression suivante et enfin nous pouvons déduire le travail de la force sans effectuer le produit scalaire ou les règles que nous avons déjà vues. Donc enfin, je tiens à vous remercier et j'espère que vous allez bien bénéficier et on se verra ultérieurement dans une nouvelle vidéo et merci très bien.